toutes ces ethnies mexicaines sont placées devant une situation terrible. La voix devant soi. Karim Errard. Bienvenue dans notre podcast, où des voix venues de différents horizons racontent leur histoire. Ensemble, partons à leur rencontre et découvrons leur réalité. Direction Mexique avec vous, Germain Meyer. Bonjour. Bonjour Karim. Vous êtes né au Jura et vous avez étudié à la Sorbonne avec Roland Barthes et vous êtes metteur en scène depuis 40 ans. Vous avez reçu un prix en 2006, celui du prix des arts et des lettres et des sciences de la République et du canton du Jura. Et en 2016, vous êtes lauréat du prix suisse du théâtre. On va s'intéresser à votre expérience de metteur en scène avec 14 ethnies avec lesquelles vous avez travaillé de 1974 à 86. Et je crois qu'on peut dire que c'est un petit peu par hasard que vous avez travaillé avec des indigènes mexicains. C'est un peu par hasard, effectivement, que je suis arrivé avec les indigènes mexicains, même si, en fait, ce qui m'y a amené, c'est que j'avais fait l'école pratique des hautes études, un doctorat sur un auteur qui s'appelle Antonin Artaud et qui, lui, est allé au Mexique dans les années 1936 parce qu'il souhaitait rencontrer les indigènes mexicains et surtout l'intéressait beaucoup une tribu du nord du Mexique qui s'appelle les Tarahumaras, tribu sur laquelle il va écrire plusieurs textes, à la fois quand il était au Mexique et ensuite quand il est revenu en France. Et c'est ce voyage et ces livres qui m'ont invité en fait à faire ce voyage au Mexique où j'allais avec un sac à dos pour 3 mois et revenir ensuite commencer une carrière que je ne savais pas trop où elle allait m'emmener, mais en tout cas qui était plutôt du côté de l'université à Paris. En fait, le voyage vers les Tarahumaras s'est produit beaucoup d'années plus tard, parce que j'ai été, lors d'une visite d'un village mexicain qui s'appelle Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla, abordé par 2 jeunes Mexicains qui souhaitaient faire du théâtre. Et je suis resté avec eux et en fait, j'ai monté, en même temps que j'apprenais l'espagnol, un premier spectacle avec eux qui a été présenté dans la fête du village. Il n'y avait pas de texte pour les comédiens puisque je ne pouvais pas les diriger en espagnol. Donc, on avait un narrateur qui a écrit un texte, qui disait plus exactement le texte que l'on avait écrit ensemble, ce qui nous a permis ensuite de le traduire en langue indigène. C'était ma première expérience de faire un premier théâtre indigène dans les villages des alentours de Cuetzalan, spectacle qui a été vu par quelqu'un qui savait qu'il existait au Mexique un théâtre professionnel qui faisait ce genre de travail. Et cette personne m'a invité très abondamment avec des arguments, me disant « Écoute, Germain, il faut que tu ailles à Mexico, à la ville de Mexico et que tu ailles voir ces gens parce que ce travail... » Ces gens, effectivement, sont venus à la Sierra Norte de Puebla, ils ont vu le spectacle et résultat, 6 des acteurs plus moi comme metteur en scène, nous avons été engagés comme acteurs et metteurs en scène professionnels au Mexique pour une aventure qui, des 3 mois était prévue, s'est déroulée sur une 12aine d'années. Quand on parle en fait de ces acteurs indigènes, comme on les appelle, qu'est-ce qu'on doit comprendre par indigène en fait ? Alors, le Mexique a une origine comme État qui est une origine d'ethnies très diverses. Il y a, on a calculé jusqu'à 60 langues différentes au Mexique. Ce qui caractérise une ethnie, c'est d'abord ça. C'est la langue. Ça veut dire qu'ils ont une manière d'interpréter le monde qui leur appartient et qui est liée non seulement à une certaine forme de langage, mais évidemment à toute une certaine forme de tradition, de culture, de religion, d'activité économique. Et c'est ce qui fait leur identité finalement. Et c'est pour ça que ces groupes ethniques se sont maintenus souvent d'ailleurs dans des conditions très précaires quand ils n'ont pas été directement assaillis par l'intérêt pour leurs terres, pour leurs forêts, pour leur production artisanale ou pour leur production de paysans. Donc c'est tout un groupement, il en reste environ une 30aine maintenant au Mexique.
certains avec très peu d'habitants et d'autres qui vont jusqu'à, par exemple, 1,7 million de personnes qui sont supposées parler encore nahuatl à côté de l'espagnol, ou maya 800 000. Donc c'est quand même des cultures qui existent encore, même si, alors là, c'est évident que le monde contemporain leur laisse de moins en moins de place. Et votre première mise en scène professionnelle, Germain Meyer, s'est passée avec les indigènes du Chiapas. Et comment ça s'est passé? Oui, alors là, c'est très curieux parce qu'effectivement, cette association qui s'appelait Théâtre Conasupo d'orientation paysanne, ces gens-là avaient tout un programme qui était sur l'ensemble du Mexique. Et donc, voilà, je suis devenu professionnel et on m'a dit, eh bien, à Chiapas, il y a un groupe de Tzeltal qui cherche maintenant à faire un nouveau spectacle. Voilà, il faut que tu ailles à San Cristóbal de las Casas. Et là, tu te débrouilles avec eux. Et heureusement, je travaillais ardument mon espagnol. Ça allait mieux. Mais là, par exemple, tout à coup, je me suis rencontré avec 3 autres ethnies différentes qui n'étaient plus le zapotèque ou le nahuatl. Mais c'était les Tzeltal, Tzotzil et Choles. Ces gens-là avaient le matin une formation presque scolaire, c'est-à-dire qu'on leur donnait à ces indigènes comédiens qui étaient choisis. Voilà, c'est des gens qui s'intéressaient. Il y avait un metteur en scène qui allait les voir, qui travaillait un peu avec eux, qui leur faisait faire des exercices, qui écoutait leur voix, qui les faisait jouer un instrument de musique, etc. Ensuite, étaient réunis dans une brigade, on appelait ça, c'est-à-dire un petit groupe de théâtre, et ils montaient un spectacle sous la direction d'un metteur en scène, qui était, jusque-là, il y avait une américaine, il y avait un metteur en scène colombien, et puis moi, comme Suisse, et 5 autres metteurs en scène mexicains qui travaillaient dans différentes parties du Mexique. Et là, je me suis retrouvé à Chiapas avec un groupe indigène avec lequel je devais faire un spectacle. Et c'était quoi ce spectacle? Ça racontait Alors, quoi? ce spectacle, c'était très particulier puisque ce qu'elles m'ont dit quand je suis arrivé là, c'est qu'ils étaient très préoccupés parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes de santé dans leur village. Et que ce qui était très très clair, c'est que ça était déterminé par le lien très étroit dans tous les villages entre les maisons humaines et les enclos pour les animaux. Les animaux vivaient quasiment à l'intérieur de leur maison. Et ça provoquait un véritable souci de maladies de toutes sortes. Et ils voulaient absolument intervenir sur cet aspect-là. Donc, j'ai dû inventer avec eux un spectacle sorti de la Sorbonne, n'est-ce pas, pour essayer de dire il faut faire des enclos pour garder les cochons, il ne faut pas qu'ils viennent dans la maison. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment absolument génial parce que, en fait, l'intérêt de ces gens, c'était pas pour le théâtre, c'était pour leur communauté pour laquelle ils souhaitaient une amélioration très concrète, c'est-à-dire la santé. Et c'est des gens qui en même temps faisaient d'autres spectacles, notamment aussi des légendes, des textes. Mais parmi ces légendes, il y avait la légende du soleil qui est très importante pour eux. C'est quelle histoire, la légende du soleil? Alors, il y a plusieurs légendes du soleil au Mexique, évidemment. Il y a une petite aventure qui... J'avais donc monté un spectacle qui avait comme titre El Fuego Nuevo del Campesino, ça veut dire le feu nouveau du paysan. Ce spectacle était basé sur le calendrier aztèque, qui est donc un calendrier de 52 années, qui représente un siècle dans la tradition aztèque. Et à la fin de ces 52 années, le calendrier religieux et le calendrier civique se réunissent et finissent au même moment. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui devient comme un espèce de moment privilégié du temps que les Aztèques célébraient de façon très, très dramatique et totalement communautaire. C'est qu'à ce moment-là, il fallait savoir si le soleil vraiment allait réapparaître pour le nouveau jour, et qu'il y avait donc une cérémonie qui faisait qu'avant cette date fatidique, tous les feux étaient éteints. Donc, dans les foyers, on éliminait même certains ustensiles de cuisine pour les changer, pour préparer les nouveaux. Mais il y avait un moment extrêmement dramatique qui disait « Est-ce que le soleil va revenir pour nous accompagner pour une nouvelle période de 52 années ?» C'était le grand chef aztèque
qui était chargé de cette cérémonie, évidemment, avec tous les prêtres, dans un endroit très précis à Mexico, où tous les yeux de tous les gens étaient portés sur cet endroit où, à un moment donné, une flamme nouvelle allait naître. De cette flamme que des coureurs allaient prendre le feu et le rendre à la ville et à tout le pays. Donc c'était un moment fort dans la mythologie aztèque. Le titre de notre pièce à ce moment-là avait été associé à la possibilité pour les paysans de retrouver ce feu d'une nouvelle vie pour eux, paysans, dans la situation d'exploitation dans laquelle ils étaient. Mais celle qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est celle qui s'appelle Chicobaneg. Chicobaneg, c'est un personnage qui doit affronter, c'est un jeune guerrier, maya, et ce qui est arrivé, c'est que, dit la légende, les blocs de glace et les nuages ont étouffé le soleil, si bien que le soleil est en train de mourir et que donc, évidemment, la vie n'est plus possible sur Terre, et surtout pour des paysans qui vivent du travail de la terre. Et alors, les anciens se réunissent et on ne trouve pas de solution, donc on fait venir un ancien de très loin en lui disant « Écoutez, voilà, il faut que vous nous aidiez. » Alors il dit « Mais il y a une seule solution, c'est que quelqu'un d'entre vous doit, et pour cela, il va abandonner non seulement sa femme, ses enfants, son pays et tout ça, mais surtout il va le faire pour toujours. Parce que celui-là, c'est celui qui va devenir le nouveau soleil. Pour cela, il doit choisir, tout abandonner et de se mettre en marche. Il sera conseillé par Quetzalcoatl, le dieu plus important du Mexique, associé à la fois au serpent et à l'aigle, c'est-à-dire celui qui est sur le sol et qui est dans l'air. Et il va passer par une caverne où il va prendre des forces et prendre conseil. Et il va, à partir de ce moment-là, marcher jusqu'au bord du monde et avec l'aide évident du serpent et de Quetzalcoatl, il va d'abord dire « Ah non, j'ai pas envie, c'est trop dur, etc. » Hésiter 3 fois jusqu'à ce que la 4e fois, ça soit Quetzalcoatl qui lui botte les fesses et qui l'envoie sur la première étoile, celle qui est la plus proche. Et en fait, son travail à ce Chicobaneg, qui est le nom de ce guerrier, ça va être de demander à cette étoile un extrait de sa lumière. Et il va la coller sur son bouclier. Et de là, il va passer d'étoile en étoile pour demander à chacune partie de ces étoiles, qui en fait sont la résidence des morts, en fait leur lumière, c'est celle des morts qui sont là dans chacune de ces étoiles. Il va faire ce chemin jusqu'à ce qu'il puisse recouvrir totalement son bouclier de ces lumières d'étoiles, et avec cet ensemble de lumières d'étoiles, il devient un nouveau soleil et le monde revit sur Terre. C'est la légende de Chicobaneg. Vous avez parlé de la fête des morts, vous avez mentionné les morts, on sait que la fête des morts est très importante au Mexique. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre carrière, ça a été mis en scène, vous l'avez utilisé ? Alors non, là, c'est l'exemple type, c'est un peu comme peut-être l'histoire des masques et des marionnettes dont on pourrait aussi parler. C'est que ça appartient tellement aux Mexicains, que moi, j'ai rien à leur dire là-dessus, sinon qu'au contraire, j'avais tout à apprendre. Et donc, les festivités, c'est comme les danses traditionnelles. Cet aspect-là, évidemment, ça, c'est leur fête. C'est ce qu'ils font régulièrement. Le théâtre devient quelque chose qui est plutôt une analyse de la société et qui pose des questions auxquelles il faut faire des choix. Parce qu'effectivement, toutes ces ethnies mexicaines sont placées devant une situation terrible. Elles sont en train de disparaître. C'est des problèmes très concrets. Ils ne trouvent plus les musiciens pour jouer la musique de certaines danses parce que ces musiciens sont morts ou ils sont exilés aux États-Unis parce qu'ils travaillent là-bas comme jornaleros. Et donc, tout cet aspect-là, en plus, leur langue ne servent plus pour nommer le monde dans lequel ils vivent maintenant. Avant, il y avait une unité entre leur religion, entre leurs pratiques sociales, la relation avec les anciens, tout ça était... Maintenant, par exemple, ce sont les enfants qui enseignent la technologie aux anciens. C'est un bouleversement total qui fait que les grandes traditions doivent être remises en question par les indigènes eux-mêmes.
il y a un moment donné où le Mexique a décidé d'imposer, pour sauvegarder les langues indigènes, que les 3 premières années des enfants à l'école soient dans leur langue, ce qui était une manière de la rendre vivante aussi du point de vue de l'éducation, et pas seulement de la famille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ça a été un gros problème, parce qu'il n'existait aucun livre, il n'y avait pas de professeurs qui étaient formés pour enseigner. En plus, il y avait une certaine réticence de certains indigènes eux-mêmes qui disaient oui, c'est bien qu'on parle notre langue, comme ça on continuera à être de bons petits Indiens sur leur région et qui n'ont rien à voir avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Certains indigènes étaient opposés à cette démarche qui était plutôt de leur dire, voyez, on s'occupe de vous. Je dirais que l'évolution de la société a fait que, effectivement, ça continue. On a mis en place tout un système éducatif qui permet de leur donner des leçons dans leur propre langue, mais en même temps, ils sont de plus en plus totalement bilingues, c'est-à-dire qu'en général, ils parlent espagnol. Et est-ce que vos spectacles ont donné envie à d'autres peuples, d'autres ethnies de se mettre en scène? Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a aucune école de formation de théâtre paysan ou de théâtre indigène au Mexique. Les groupes qui avaient un spectacle et qui donnaient des représentations tous les jours, sans aucune autorisation, ils avaient un espèce de laissez-passer. Les autorités communales étaient averties que la troupe allait donner un spectacle le soir même où la troupe arrivait dans le village et les comédiens donnaient leur représentation et partaient dormir dans leur camionnette la nuit et puis se déplacer dans un autre endroit pour le jour suivant. Ce sont ces spectacles en fait qui, quand ils étaient vus par des gens, faisaient que certaines de ces personnes avaient quelques amis, puis ils avaient envie et donc ils faisaient des demandes directement à la troupe en général en disant nous on veut absolument faire ça, c'est génial, on voudrait bien être aussi acteur, comédien, etc. Et la troupe transmettait à l'organisation centrale qui décidait, maintenant on peut pas aller là parce qu'il y a déjà quelqu'un, etc. Mais là on peut, il faut qu'un metteur en scène aille voir qui vraiment s'intéresse, qu'est-ce qu'il propose, etc. Et on faisait du casting, en fait. C'est-à-dire qu'il chantait, il parlait, etc. Et avec les coupeurs de canne à sucre, c'est-à-dire que là c'était une situation un peu particulière parce que les coupeurs de canne à sucre se déplacent en fonction de la maduration de la canne à sucre. Et donc, c'est des gens qui emmènent leur famille, leurs enfants, et qui sont des migrants de la canne à sucre. Et ils se trouvent où, ces coupeurs de canne à sucre? Ils se trouvent dans quelle région du Mexique? Il y a beaucoup, surtout Veracruz, mais il y a beaucoup de canne à sucre dans tout le sud du Mexique. Donc c'est une production extrêmement importante, avec des grandes fabriques, je veux dire, où ils doivent livrer leur canne à sucre. Et donc ces coupeurs de canne à sucre, qui avaient leurs enfants, leurs familles, qui dormaient dans des conditions horribles, etc., n'avaient aucune protection. Et donc, ils ont demandé, et on a fait un spectacle sur les coupeurs de canne à sucre. Ça a été un des spectacles que j'ai fait, et ce spectacle s'appelait Maria Antonia, parce que Maria Antonia, c'est le nom d'un serpent. Et ce serpent, c'est celui que les coupeurs de canne à sucre rencontrent très souvent dans les camps de canne à sucre et qui se font piquer. Il y a de gros accidents. Et c'est tellement vrai que quand ils en trouvent une, ils s'organisent, ils la tuent et ils l'attachent au char qui ramène la canne à sucre à l'endroit où ils doivent le livrer, comme une espèce de trophée. Dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que parmi les coupeurs de canne à sucre que l'on avait dans le groupe, c'est eux qui m'ont raconté cette histoire, c'est qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas beaucoup que ces coupeurs de canne à sucre s'organisent un peu pour la défense de leurs intérêts. Et c'était notamment les grandes fabriques qui accueillent la canne à sucre. Et là, il y a des syndicats qui sont des syndicats corrompus. Ça existe partout. Et là, c'était très très clair. Et donc, tout à coup, quand on a commencé le spectacle, les indigènes avec qui on travaille avaient organisé une scène dans laquelle on voyait un dirigeant syndical se mettre une certaine somme d'argent dans la poche. Et donc, le syndicat a protesté que ce n'était pas du tout comme ça que ça se passait, etc. Ça a provoqué d'ailleurs à l'intérieur des gens qui étaient responsables du programme, une discussion. Parce que nous, on s'était engagés vis-à-vis des indigènes à respecter leur travail, avec des limites, bien sûr. C'est-à-dire, là, c'est un jeu un peu scénique, mais ils se sont bien sentis qu'il y avait quelque chose de dangereux dans l'histoire. Ils voulaient interdire le spectacle. Ils ne voulaient plus qu'on le joue et qu'on aille le jouer avec les coupeurs de canne à sucre. Alors, un des jeunes avec lesquels je travaillais m'a dit « Mais
tu connais la légende du serpent là? Je dis non. Mais il dit, mais c'est super parce que c'est une danse en fait. Et évidemment, comme la danse du serpent et que le serpent est en fait un personnage dangereux, c'est une danse qui, à la fin, négocie le serpent, exactement comme on le fait, nous, les coupeurs de canne à sucre. Si tout à coup, plutôt que de parler directement du syndicat en question, on parle d'un serpent qui s'appelle Maria Antonia, qui est un mauvais serpent et qui fait beaucoup de mal aux coupeurs de canne à sucre. On ne parle plus effectivement du syndicat corrompu, mais on a le même discours et on garde le même contenu. Et alors je peux confirmer que c'est tellement vrai que pendant les représentations, quand la Madame Serpent Maria Antonia entourloupait les paysans et essayait de les bloquer dans leur demande, on entendait crier de la part des spectateurs le nom de certains responsables du syndicat. C'était une manière d'engager Maria Antonia, c'est nous qui avons choisi le nom du serpent en question, mais c'était inspiré d'une danse réelle qui existe. Donc ça veut dire que dans le spectacle, on utilisait aussi évidemment le matériel culturel des gens avec lesquels on travaillait, et pas seulement leurs histoires. Et Germain Meyer, vous connaissez bien aussi les Totonacs. Alors, c'est qui les Totonacs? Qui sont-ils? Où vivent-ils au Mexique? Alors, c'est une tribu aussi qui a environ 100 000 hablants Totonacs qui habitent dans l'état de Veracruz. Dans le golfe de Veracruz, ils sont très proches là de la mer pour la partie qui est ce qu'on appelle le bas et une autre partie qui est dans les montagnes un peu plus haut, ce sont les Totonacs du haut. Donc, c'est une tribu qui, juste pour préciser ça, a la particularité de s'être donné un centre culturel qui s'appelle El Cay. La particularité de cette ethnie, c'est que à partir d'un groupe d'indigènes Totonacs, ils ont exigé et obtenu de l'État de Veracruz, qui est un État extrêmement important au Mexique, mais n'est pas un État indigène, c'est un État mexicain. Les Totonacs ont fait leur place et ils ont obtenu un centre culturel qui s'occupe d'une douzaine d'aspects de la tradition culturelle totonac, autant la musique, la danse, la tapisserie, les outils de cuisine, enfin le théâtre, la médecine traditionnelle, la cuisine. En fait, tous ces aspects, la peinture, sont développés dans ce centre et ça leur donne une certaine image qui est importante et que peu de groupes indigènes ont réussi à obtenir. C'est leur identité. Et avec eux, Germain Meyer, vous avez mis en scène une figure historique importante, la Malinche. Oui, la Malinche, c'est évidemment un personnage incontournable au Mexique, puisque c'était une jeune fille qui était esclave et qui, avec 12 autres jeunes filles, ont été offertes aux conquérants espagnols, notamment Cortés et ses principaux capitaines. Cette jeune fille s'est avérée qu'elle était extrêmement intelligente, qu'elle parlait plusieurs langues et qu'en fait, elle a très vite compris que, d'une part, elle intéressait Monsieur Cortés et qu'elle souhaitait évidemment se faire une place dans cet univers-là, de gré ou de force d'ailleurs, parce que c'était plutôt de force qu'elle était là, mais elle a en fait orienté Cortés sur toute la situation du Mexique, c'est-à-dire les groupes indigènes qui pouvaient être ses alliés ou ceux qui étaient carrément ses ennemis et qui étaient les plus forts. Et donc, elle a très vite appris l'espagnol et elle est devenue en fait l'interprète de Cortés auprès de tous les groupes indigènes qu'il rencontrait durant son parcours qui était depuis le bord de la mer où ils sont arrivés avec les bateaux jusqu'à la capitale qui était Tenochtitlan, c'est-à-dire le Mexico actuel, qui est très très loin. Et elle a expliqué à Cortés un peu quels étaient les enjeux de ce pays immense, séparé dans des groupes humains dont les Espagnols n'avaient évidemment aucune idée. Et donc, elle a négocié
par exemple, avec les Totonacs, l'appui des Totonacs pour la démarche de Cortés qui voulait prendre possession de la capitale du Mexique tenue par les Aztèques, qui avaient beaucoup d'ennemis parce qu'ils recueillaient beaucoup des taxes. Voilà. Elle a donc joué ce rôle très particulier qui fait qu'on a considéré d'elle qu'elle était une traîtresse, alors que d'autres en font une héroïne, la mère de la patrie, puisque, effectivement, elle est devenue ensuite la femme, voilà, ils ne sont jamais mariés. Lui, il est retourné en Espagne chercher une femme digne de son nom et de son rang, de sang bleu, évidemment, et pas du tout d'un sang indigène mexicain, mais cette femme a joué un très grand rôle dans sa vie et dans la conquête mexicaine. Il y a une situation très particulière, c'est qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre ça il y a quelques semaines, la présidente du Mexique, elle s'appelle Claudia Sheinbaum, a désigné la Malinche comme le personnage féminin qui est représentatif des femmes pour cette fin d'année. Ce qui est très surprenant parce que pendant un certain temps, on ne pouvait pas faire, il y a très très peu de statues à la Malinche. Les Totonacs en ont fait une héroïne, ils lui font une danse. Mais il y a d'autres ethnies, évidemment, qui la considèrent comme la pire des femmes. Donc c'est très curieux de cette récupération maintenant de la part de la première femme mexicaine présidente. C'est évident que maintenant, cette femme reprend appui sur cette idée de la Malinche. Alors moi, il a été question très dernièrement de fêter les 500 ans de la conquête du Mexique en 2022. J'ai gardé des contacts avec les Totonacs très étroits depuis que je suis rentré du Mexique, avec plusieurs autres compagnons mexicains qui sont directeurs, metteurs en scène. Et je suis allé dans ce centre Totonac pour les aider à faire, à partir de contes, de récits, des petites pièces de théâtre. C'est-à-dire qu'il fallait mettre ça dans des personnages et plus seulement en parler comme des récits qu'on raconte au coin du feu. Sinon, faire une pièce. Et là, la dernière fois que je suis allé avec eux, c'était en 2018. Donc ça veut dire que c'est très très proche. Ça faisait très longtemps que j'étais parti Mexique. Mais là, il s'est passé une chose un peu particulière parce que j'allais juste pour de nouveau faire une espèce d'aide à de choses qu'ils pouvaient me proposer et que les aider à organiser ça. Mais comme il y avait la perspective des 500 ans de la conquête du Mexique et que eux, Totonac, ont une relation particulière avec cette Malinche, ils m'ont proposé d'en faire un spectacle. Et donc tout à coup, d'un petit projet comme ça qui devait être de faire un peu de la dramaturgie pour raconter des histoires, je me suis retrouvé avec un projet avec 12 comédiens et qui s'appelle La Otra Conquista. Ça veut dire l'autre conquête. Parce que avec les indigènes Totonacs, ce que l'on a décidé ensemble, c'est de dire il y a une nouvelle conquête. C'est-à-dire cette conquête, c'est plus celle des armes des Espagnols qui arrivent, c'est la modernité. C'est le monde dans lequel on vit maintenant. La pièce est intéressante dans le sens que ce que l'on a choisi de faire, c'est de faire 5 Malinches, pas la Malinche historique, mais de dire, eh bien, aujourd'hui, toi qui es indigène Totonac, est-ce que tu es d'accord d'abandonner ta culture et de prendre uniquement la culture espagnole? Toi, est-ce que tu veux absolument garder ta culture et tu veux rien entendre des Mexicains et de la culture espagnole? Toi, la troisième, est-ce que tu veux au contraire faire une culture bilingue, c'est-à-dire promouvoir que tous les indigènes parlent leur langue et en même temps parlent l'espagnol? Et toi, est-ce que la dernière, la quatrième ou peut-être la cinquième, parce qu'il y en aurait peut-être d'autres, est-ce qu'il y a une autre manière d'envisager la femme Malinche que dans ce rapport de dire je suis pour, je suis contre ou je suis pour les deux. Et donc ça c'est le thème du spectacle. C'est là-dessus. Donc ça veut dire que les indigènes Totonacs ont dû prendre position. Et dans le groupe, il y a des gens qui disent non, il faut absolument qu'on défende notre culture. Et d'autres disent bon, tous les petits Mexicains maintenant, bientôt, auront un portable dans leur poche. Et donc tout ça fait que ça parle bien de toute la démarche. On n'a pas à donner de leçons. Je veux dire, c'est pas un théâtre qui dit aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent. C'est un théâtre
qui dit aux gens qu'il faut penser. Qui pose des bonnes questions. Exactement. De quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que c'est maintenant l'urgence? Et en fait, les indigènes sont très conscients, mais ça, c'est une forme d'expression artistique qu'ils n'ont pas. Leur théâtre à eux, par exemple, quand ils font des fêtes, quand il y a des danses, quand il y a des représentations théâtrales, parce qu'il y a certaines danses qui sont vraiment structurées, qui ont une histoire, ils ne les dansent pas pour les spectateurs. Ils les dansent pour la divinité qui est en haut. C'est une forme de reconnaissance, c'est-à-dire la danse, la musique, c'est comme une cérémonie religieuse. Et donc, peu importe qu'il y ait 3 groupes qui dansent en même temps. Souvent, c'est la cacophonie. Moi, au départ, c'était quelque chose qui vraiment... Mais j'ai dû m'habituer à ça, parce que enfin, on va aller donner une pièce quelque part. Alors maintenant, effectivement, ils se rendent compte que c'est un autre langage qui demande une autre écoute et qui donc doit être joué dans d'autres circonstances. Et donc, c'est pour ça que quand on organise des tournées, c'est beaucoup mieux que quand on va dans une fête. Parce que si on va dans une fête, il y a tout le contexte de la fête. Et les gens mélangent le théâtre, en fait, avec tout ce qui est la danse traditionnelle et tout ça. Là, on essaye, parce que ça, c'est la force du théâtre. Mais pour ça, il faut une possibilité de regard qui va vers la scène et de la scène vers le public et plus de bas en haut. Parce que là, quand ils dansent pour leur foi, pour leur religion, pour leur conviction religieuse. C'est un devoir. Alors que le théâtre, c'est une possibilité d'expression autre. Mais dans ce genre de pièces de théâtre, est-ce que c'était possible de mettre ce genre de danse qui sont des prières à la divinité ou divinité? Oui, absolument. C'est pas un problème. Si c'est justifié. Dans l'histoire de la Malinche, on a utilisé des éléments culturels et c'est un monsieur qui a 83 ans qui joue de la flûte et du tambour, qui assurait la musique avec des thèmes qui sont des thèmes proches de la culture totonaque. Et pas une musique spécialement inventée pour le spectacle, mais qui allait très bien avec ce que racontait le spectacle à ce moment-là. Non, ils sont très ouverts et ils sont très demandeurs. Merci beaucoup Germain Meyer pour cette première partie. Merci à vous. Et merci chères auditrices, chers auditeurs. Merci pour votre écoute et à une prochaine fois. La voix devant soi. Karim Errard.